Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Foot, votre rendez-vous hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actualité du ballon rond. La Ligue des Champions a fait son grand retour et avec elle son lot d'émotions fortes. Pour son entrée en lice, l'Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse mythique du Santiago Bernabéu pour y affronter le Real Madrid, un match qui laissera des souvenirs contrastés aux supporters phocéens. Malgré une défaite sur le fil, 2 buts à 1, les hommes de Roberto De Zerbi ont montré un visage conquérant et ont rivalisé avec l'un des plus grands clubs du monde. Cette rencontre a été marquée par un moment spécial pour l'international américain Tim Weah. Le fils du légendaire George Weah a inscrit son tout premier but sous les couleurs marseillaises. Un but au Bernabéu, un rêve de gosse, comme il l'a lui-même confié. Sur Paramount+, il a partagé sa joie. « Je suis heureux d'avoir marqué mon premier but pour le club et les supporters le méritaient. » Mais cette joie était teintée d'amertume. Repartir d'ici sans victoire est un sentiment doux amer. J'aurais préféré gagner, a-t-il ajouté. Un sentiment qui témoigne de l'ambition de ce groupe. Mehdi Benatia, le directeur du football de l'OM, a abondé dans ce sens au micro de Canal+. Tout en regrettant les 30 premières minutes timides de son équipe, il a souligné la capacité des Marseillais à faire déjouer une top équipe. Il a immédiatement projeté le club vers le prochain grand rendez-vous, le classique face au PSG. Avec nos supporters à la maison, on attend ce genre de prestation, mais avec plus d'envie et de personnalité, a-t-il lancé, mettant une pression positive sur ses joueurs. La défaite est frustrante, mais elle a aussi servi de révélateur. Cet OM a les armes pour regarder les plus grands dans les yeux. Cependant, le match a aussi été marqué par la controverse. Le Real Madrid l'a emporté grâce à 2 penaltys transformés par Kylian Mbappé. Après la rencontre, le capitaine des Bleus a lâché une phrase qui a fait grincer des dents sur la canebière. « On savait qu'au Bernabéu, même à 10, même à 9, on aurait toujours notre moment », a-t-il déclaré. Une démonstration de confiance pour certains, une pointe d'arrogance pour d'autres, qui a été perçue comme un manque de respect envers la performance marseillaise. Cette déclaration n'a fait qu'attiser une rivalité déjà brûlante avant le choc de dimanche. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Mais dans ce match, le sort s'est aussi acharné sur un joueur du Real. Trent Alexander-Arnold, l'ancien prodige de Liverpool, a vu son cauchemar madrilène se poursuivre. À peine 3 minutes après le coup d'envoi, le latéral anglais s'est effondré, victime d'une blessure à l'ischio-jambier. Un nouveau coup dur pour un joueur qui peine à s'imposer face à la concurrence de l'indéboulonnable Dani Carvajal. Son transfert, censé être un nouveau départ, ressemble pour l'instant à un chemin de croix. Direction la capitale française où le Paris Saint-Germain prépare son entrée en lice en Ligue des Champions face à l'Atalanta. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Luis Enrique a dû faire face à un véritable casse-tête. Le week-end dernier, la victoire contre Lens 2-0 a laissé des traces. Luca Beraldo, Kangin Lee et la star géorgienne Kvicha Kvaratskhelia ont tous dû quitter le terrain sur blessure, faisant craindre le pire. Mais coup de théâtre. Les nouvelles sont finalement rassurantes. En conférence de presse, Luis Enrique a confirmé que l'international sud-coréen, Kangin Lee, serait bien opérationnel pour le choc européen. Un soulagement immense tant le joueur est devenu une pièce maîtresse du milieu de terrain parisien. L'optimisme est également de mise pour Kvara, qui n'aurait souffert que d'un coup. Le staff ne prendra aucun risque, mais sa présence est espérée. Ses retours sont une bouffée d'oxygène pour un PSG déjà privé d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Face à cette cascade de pépins physiques, l'entraîneur espagnol devrait remodeler son 11 de départ. Selon les dernières tendances, Paris s'articulerait toujours dans son 4-3-3 fétiche, devant le nouveau gardien Lucas Chevalier, qui fera ses grands débuts en C1. On retrouverait une charnière classique Marquinhos-Pacho, entourée des fusées Hakimi et Nuno Mendes. Au milieu, le duo portugais Vitinha-João Neves est attendu, avec une incertitude sur le troisième homme, Fabien Ruiz ou le jeune Warren Zaïre-Emery. Devant, Bradley Barcola, en pleine bourre, devrait être aligné aux côtés de Gonzalo Ramos et, espérons-le, de Kvicha Kvaratskhelia. Traversons maintenant la Manche où le ciel est loin d'être bleu pour Manchester United. L'entraîneur Ruben Amorim, arrivé il y a à peine 10 mois avec une aura de sauveur, est déjà sous une pression immense. Les Red Devils réalisent leur pire début de saison en Premier League depuis 33 ans, une statistique qui fait froid dans le dos. Avec seulement 4 points en 4 matchs et une triste 14e place, la crise couve. Selon le quotidien The Mirror, l'avenir du technicien portugais ne tiendrait plus qu'à un fil. La direction du club lui aurait lancé un ultimatum. Il aurait 3 matchs pour sauver sa tête. 3 matchs pour inverser une dynamique catastrophique avant la prochaine trêve internationale en octobre. Les adversaires se nomment Chelsea, Brentford et Sunderland. Un calendrier qui ne laisse aucune place à l'erreur. Le plus inquiétant pour Amorim, le soutien affiché par sa direction ressemble étrangement à celui reçu par son prédécesseur, Erik ten Hag, juste avant son licenciement en octobre 2024. Le Portugais n'a remporté que 8 de ses 31 matchs de championnat et plusieurs joueurs clés sembleraient avoir perdu confiance en ses méthodes. Seul répit potentiel pour lui, le coût exorbitant de son licenciement qui pourrait freiner les ardeurs des dirigeants. Mais si les mauvais résultats persistants, même cet argument financier pourrait ne pas suffire à le sauver. Le football, ce n'est pas que le terrain, c'est aussi un monde de mots, de déclarations qui peuvent faire l'effet d'une bombe. Et cette semaine a été particulièrement riche en sorties médiatiques fracassantes
Commençons avec Carlo Ancelotti, l'actuel sélectionneur du Brésil. Dans un entretien à ESPN, a été invité à nommer les meilleurs joueurs qu'il a entraînés. Sa liste a de quoi surprendre. Ronaldo il fenomeno, Cristiano Ronaldo, Kaká, Kroos, Modric, Vinicius Junior et Didier Drogba. Une liste prestigieuse certes, mais ce sont surtout les absents qui ont fait parler. Pas de Kylian Mbappé, qu'il a pourtant dirigé au Real Madrid. Pas de Karim Benzema, ballon d'or sous ses ordres. Pas non plus de Zinedine Zidane, qu'il a coaché à la Juventus, sans parler d'autres légendes comme Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos ou Andrea Pirlo. Cet oubli volontaire ou non a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, notamment à Madrid, où l'on n'a pas compris comment de telles icônes ont pu être ignorées. Autre déclaration, autre contexte, mais tout aussi marquante, celle de Gianluigi Donnarumma, le gardien italien fraîchement transféré à Manchester City après avoir été poussé vers la sortie par le PSG, a envoyé un message glacial à son ancien club. En conférence de presse, il a affirmé « Ma première et unique option était City, la seule chose que je vous laisse. Pas un mot pour Paris, pas une once de nostalgie. » Il a insisté sur la confiance totale que lui accorde Pep Guardiola, un contraste saisissant avec sa fin d'aventure parisienne. Pour les supporters du PSG, le message est clair. Donnarumma a tourné la page, et il l'a tourné vite. Enfin, terminons en France, où les coulisses de la Ligue de football professionnel ont été le théâtre d'une violente altercation. Selon l'équipe et RMC, lors d'un conseil d'administration, le président du FC Nantes, Valdemar Kita, s'en est pris verbalement à son homologue de l'OM, Pablo Longoria. Kita n'aurait pas digéré les critiques de l'Espagnol sur le football français, qualifié de championnat de merde il y a quelques mois. Tu n'as pas honte? Qui es-tu pour dire ça? Aurait lancé le patron des Canaris, allant jusqu'à demander la démission de Longoria, une scène qui illustre les tensions profondes qui animent les instances du football français. Et voilà, c'est tout pour ce numéro de Planète Foot. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de la Planète Foot.